L'honorable député de Beauharnois, Salaberry, Soulanges, Huntington. Merci beaucoup, M. le Président. Alors, vous le savez qu'il y a eu le projet de loi C-25 et dans le projet de loi C-25, il y a des changements de nom de circonscription. Et puis, vous le savez que ma prochaine nom va être la députée de la vallée du Haut-Saint-Laurent. Alors, peut-être plus facile, peut-être moins musical pour vous parce que je sais que vous avez un plaisir à nommer le nom de ma circonscription. Ça me fait plaisir, Monsieur le Président, d'intervenir sur la motion 13. Et puis, j'ai beaucoup de choses à vous dire, mais vous allez me permettre ce petit écart parce qu'on est en fin de session. Je vous dirais, il y a une certaine fatigue qui s'est installée en chambre. On finit cette semaine nos travaux. Et souvent, on ne le dit pas assez parce que on travaille fort, mais on est surtout soutenu par notre personnel. Et moi, je voudrais ce soir remercier mon adjoint parlementaire, Racim, qui était tout nouveau sur la colline, qui est arrivé avec moi, dans le fond, cet automne, puis qui a pris son travail en bon québécois sur le tas. On n'avait jamais ensemble analysé un projet de loi. On n'avait jamais ensemble fait un article par article. Donc, on a appris ensemble et je veux lui dire, là, ce soir, toute ma satisfaction pour son travail. Pour sa loyauté, pour son effort, sa persévérance, parce qu'il faut le dire, hein, on fait beaucoup d'heures, surtout en fin de session, pour boucler tous les projets de loi. Et bon, je fais partie d'un caucus très travaillant, rigoureux, et on travaille fort, puis sérieusement, toujours dans un esprit du bien commun, d'être capable de réaliser tout ce qu'on peut faire pour améliorer les projets de loi. Regarder si c'est bon pour le Québec, faire des propositions, et puis tant mieux, hein, Monsieur le Président, si c'est bon pour les Canadiens. On travaille avec Racim, avec une belle équipe, puis on développe aussi des liens avec les autres partis politiques. Donc, on a travaillé avec les conservateurs, on a travaillé avec les libéraux, aussi avec une collègue du NPD, du Parti vert. On était ensemble pour bonifier le projet de loi C-22. C-22, je vais vous le dire d'emblée, c'est probablement, dans ma vie de parlementaire, un des plus gros projets de loi que j'aurai le privilège de travailler parce qu'il change fondamentalement. Excusez-moi, je suis un peu fatiguée. Hier, on a siégé jusqu'à minuit. Puis vous le savez, je suis plus jeune fille, hein, 62 ans, donc je suis fatiguée ce soir. Excusez-moi mes petits écarts. Un appel au règlement du député de Drummond. D'abord, c'est un peu déconcentrant quand il n'y a pas tant de monde dans la Chambre d'entendre une conversation entre députés juste de l'autre côté. Si c'était possible de demander de porter les conversations à l'extérieur. La deuxième chose, Monsieur le Président, ma collègue vient de dire qu'elle avait 62 ans. Je ne sais pas si c'est permis dans les règlements du Parlement de mentir sur son âge. J'en appelle à votre jugement là-dessus. Bon, pour la première affaire, oui. Cette partie-là, je vais le dire en anglais. If members are having conversations, it would be good to take them outside of the chamber. Some voices do carry more than others, and they can't be heard. And also, some persons' hearings are much better than others, and they can hear much more clearly the conversations being had. Et maintenant, pour l'autre partie, je pense pas que la députée a induit la Chambre en erreur, et je suis certain qu'elle connaît très bien son âge, et si elle veut le déclarer en Chambre, je l'invite à le faire ou de ne pas faire. Et bien sûr, on ne peut pas faire indirectement, sauf qu'on peut faire directement. Et juste pour donner peut-être une pensée au député de Drummond qui en dit le mot qui commence avec un M, quand on parle de notre député, on ne peut pas le mentionner non plus, donc je l'invite à s'assurer que même s'il veut faire quelque chose d'une façon plaisante pour un membre et un député de sa formation politique de ne pas utiliser ce mot, juste encore que ça amène à le désordre dans la Chambre. Avec ceci dit, j'invite la députée de Beauharnois, Salaberry, Soulanges, Huntington à recommencer son discours. Merci, Monsieur le Président. Je félicite votre rigueur et merci beaucoup d'être intervenu pour réclamer un petit peu plus de silence. Je disais que c'était pour moi un grand privilège, puis probablement je ne vivrai pas ça encore dans ma carrière, de travailler sur un projet de loi qui va changer de manière profonde, je vous dirais, notre manière d'aborder la sécurité publique et aussi la protection de la vie privée. Le projet de loi 22, dans le fond,
Il va changer des pratiques d'enquête, il va donner des meilleurs outils aux policiers, mais il va aussi faire des intrusions dans la vie privée. Et notre défi au comité, je vous dirais, M. le Président, ça a été de regarder comment on peut à la fois soutenir nos policiers, nos corps policiers, à être capable de porter des accusations aux criminels de manière plus facile, surtout à l'ère moderne d'Internet, mais à la fois d'assurer une protection de la vie privée en vertu des articles de la Charte des droits et libertés. Et ça n'a pas été facile, je vais vous le dire sincèrement. Je n'ai pas trouvé ça facile d'étudier ce projet de loi-là. Et évidemment, quand on a vu assez rapidement que le gouvernement avait son idée de fait, et comme il était majoritaire, pour l'opposition, c'était difficile de sentir que notre contribution était valorisée, recherchée. Moi, j'ai vu des séances, là, puis il faut quand même le dire, j'ai vu des séances où, mis à part un ou deux collègues chez le gouvernement, les collègues d'en face, enlever leur oreillette, discuter, parce que pas d'intérêt trop pour ce qu'on avait à dire. Bon. Alors là, on a souvent, on a entendu le leader parlementaire du gouvernement dire, bon, il y a beaucoup d'obstruction des conservateurs. Bien, vous savez, moi, je ne suis pas pour l'obstruction, mais c'est quand même un outil parlementaire, puis un outil parlementaire qu'on peut utiliser en dernier recours quand on sent que quand même qu'on dise n'importe quoi, ce que le gouvernement veut, c'est passer le temps, faire quelques heures d'études pour se faire dire, bien, écoutez, ça fait 20 heures qu'on étudie, on perd notre temps, alors on fait un bâillon. Mais, écoutez, on aurait pu régler ces 22 en une séance si on avait su dès le départ qu'il n'y avait pas beaucoup d'intérêt pour le gouvernement à entendre à la fois la société civile et les députés d'opposition qui ont eu des bonnes idées. Moi, au Bloc québécois, j'étais quand même assez privilégiée. Les 7 amendements qui ont été proposés et discutés et débattus, c'est les amendements du Bloc québécois. Et on a, sur les 7, eu un amendement qui a été adopté, amendé par le gouvernement, les membres du gouvernement, puis finalement adopté. Alors moi, je me suis dit, tous mes amendements, M. le Président, provenaient soit du commissaire à la vie privée, à la protection de la vie privée, le barreau du Québec, la présidente de l'Office de surveillance de la sécurité nationale. J'avais pas proposé des amendements farfelus, mais basés sur des témoignages des experts qui ont comme objectif, en tout cas, de nous proposer un équilibre. Le barreau du Québec, entre autres, avait proposé, écoutez, peut-être on pourrait, la partie 1, vivre avec, mais la partie 2 de ces 22, c'est elle, en fait, qui posait plus de problèmes et qui aurait nécessité plus d'heures d'études. Alors là, j'entends mes collègues qui me disaient, bien, plus d'heures d'études, les conservateurs ont fait de l'obstruction. Oui, mais quand tu sais que ça donne rien, que tu puisses parler, parce que tu sais d'avance que tout ce qu'ils font, c'est d'attendre que le temps passe pour justifier un bâillon. Moi, c'est un peu ça qui m'a vraiment irritée, parce que je suis partie dans l'étude de ces 22 avec une sincérité, puis en voulant contribuer. Et le ministre, pourtant, nous avait assuré en Chambre qu'ils étaient ouverts aux amendements. Et quand on va finir l'étude de ces 22, je vais vous le dire, le bilan, il n'y aura pas de grands amendements qui vont être adoptés en provenance de l'opposition. Pas vraiment. Je vais vous le dire, là, ça, pour moi, c'est une grande déception. Bon, peut-être que je suis un peu utopique, trop positive, trop collaborative. Peut-être que là, le fait qu'on a un gouvernement majoritaire, je le sens plus arrogant. Peut-être a-t-il souffert de sa minorité, puis là, ben, il se reprend. C'est un peu comme ça que je vois les choses. Il y a des bons membres au parti d'en face avec qui j'ai aimé travailler, parce que je les trouvais aussi très sincères dans leur travail. Mais vous savez un peu comment c'est, hein? Des fois, les députés, on a une idée, on la défend, puis, bon, notre whip, notre leader, les autorités, dans leur cas, le premier ministre, donne des consignes et directives, puis des fois, les députés, membres du gouvernement, sont obligés aussi
d'être dans le silence parce qu'il y a une ligne. Et puis, depuis le début, le gouvernement voulait C-22. Alors, ce qui m'irrite de la motion d'aujourd'hui, c'est le super bâillon. Bon, un bâillon, ça existe, puis, bon, le président l'a dit, là, c'est aussi une procédure utilisée. Et puis, quand le gouvernement conservateur a été au pouvoir, moi, j'étais là en 2006, le gouvernement Harper a utilisé aussi beaucoup de bâillons pour faire passer des lois. Bon, c'est une stratégie. Mais ce qui m'a irrité, puis ce que j'ai pas trouvé sincère, on va vous le dire, là, ça m'a touché de voir que le gouvernement avait mis dans sa motion le fait que les amendements devaient être déposés le lundi, avant 4h30, quand moi, j'ai pris connaissance de la motion le mardi matin, puisqu'ils avaient déposé la motion à minuit le lundi soir. Bon, là, je suis tombée un peu en bas de ma chaise, et puis je me suis fait un petit peu réprimander par le secrétaire parlementaire de la Sécurité publique en disant, bien voyons, Claude, oui, mais moi, ça, je trouve pas ça, en bon québécois, fair play. Je trouve pas ça correct. Cette partie de la motion-là, qui pour moi est un précédent, puis qui ressemble un peu, M. le Président, à un délit d'initié si on se reportait dans le niveau des finances, parce que c'est bien bizarre, mais mardi matin, moi, j'ai eu des amendements en provenance du gouvernement. Je me suis dit, comment ils ont fait, donc, eux autres, pour savoir qu'ils pouvaient déposer des amendements avant 4h30? Bien, parce qu'ils l'ont su. Et ça, c'est ça que je trouve inacceptable. Dans la décision du président qui a rendu sur l'appel au règlement que j'ai fait avec mon collègue aussi conservateur, moi, c'est surtout cet élément-là qui m'a irrité. Bon, je m'en attendais d'un bâillon. Je me suis dit, à un moment donné, le gouvernement va bien finir par vouloir avoir le projet de loi, va manquer de patience. Je ne pensais pas en tout, en bon québécois, qu'il aurait fait ça avant la fin de la session. Je m'attendais ça à l'automne parce que je me disais, on mérite un certain respect. C'est pas un petit projet de loi qu'on s'apprête à adopter, Monsieur le Président. Donc, je reviens à cette motion où on dit rétroactivement, vous devez déposer vos amendements. Et puis, quand je le sais, bien, c'est la veille, il fallait que je le fasse. Ça, c'est vraiment inacceptable et je suis certaine, je suis convaincue, je connais des députés libéraux qui sont membres de mon comité. Puis si je leur demandais là, leur test, le test de vérité, je suis certaine qu'ils seraient aussi en désaccord que moi. Alors moi, j'ai réagi par un appel au règlement parce que c'est contre mes valeurs. Tu fasses un bâillon, c'est ton droit, tu peux le faire, mais que tu mettes ça, une clause de rétroactivité, moi, j'ai pas trouvé ça bien correct. Alors là, l'idée étant que on a voulu bonifier le projet de loi, Monsieur le Président, et ça a été difficile. Moi, je vais vous dire, j'ai posé des questions. Je ne suis pas avocate, je ne suis pas informaticienne. C'est un projet de loi qui demandait des compétences quand même assez élevées pour poser des questions pertinentes. Alors moi, j'ai voulu approfondir, puis ça n'a pas été facile. J'aurais aimé entendre, par exemple, des architectes logiciels. J'aurais aimé écouter des experts en informatique qui sont capables de m'expliquer le chiffrement, les conséquences de l'affaiblissement du chiffrement, qui étaient capables de m'expliquer, bon, si on sauvegarde les données pendant 1 an, est-ce qu'on crée des portes dérobées? Et les portes dérobées, ben, tu sais, on les crée pour rendre plus facile le travail des policiers, par exemple, mais est-ce qu'on le rend aussi accessible aux cybercriminels? C'est bien, bon, on a eu les fonctionnaires du comité pour nous répondre, Monsieur le Président, mais ce n'est pas des informaticiens, ce n'est pas des experts en informatique. Ils ont créé un projet de loi qui était en attente du gouvernement. Et je me suis demandé pourquoi c'était si urgent. Puis je l'ai posé souvent comme question, là. Mes collègues qui sont ici dans cette chambre, qui ont participé avec moi aux travaux, le savent. Je disais souvent aux policiers, ça fait 30 ans que vous entendez ce projet de loi-là. Là, est-ce que ça serait bien grave que vous en ayez une partie puis qu'on finalise un peu plus tard? Parce que c'est une grosse bouchée. Et je sentais une pression. Et la pression, moi, je fais une hypothèse, Monsieur le Président. Je n'ai pas d'informations privilégiées, mais c'est une hypothèse. Moi, je pense que la pression,
est venu beaucoup des États-Unis, qui voudrait, lui, partager des renseignements avec le Canada, mais on ne peut pas faire les allées et venues parce qu'on est le seul pays du G5 qui ne peut pas le faire. Et avec le projet d'accès légal, ben là, on va être capable de partager du renseignement avec nos collègues du G5. Mais le problème, quand j'entends le leader parlementaire du gouvernement parler, c'est vrai, il nous dit, bien, le Canada est à la traîne. Oui, mais il est à la traîne, mais on se compare à quoi au juste? Bon, au Royaume-Uni, là, il n'y en a pas de charte de la protection des droits de la personne, OK? Ni aux États-Unis. Au Royaume-Uni, là, ils mettent des caméras dans les rues, là, pour filmer le monde. C'est un pays qui fait beaucoup d'intrusions dans la protection, dans la vie privée des gens. Alors, pour moi, c'est pas un modèle. Aux États-Unis, ben, c'est encore pire. C'est complètement le Far West. Alors, quand on me dit, ben, on se fait critiquer par les pays du G5 comme quoi qu'on a la traîne, on ne peut pas échanger du renseignement, bien, on se compare à des pays qui, en regard de la protection de la vie privée, ne sont pas nécessairement des modèles. On nous parle de l'Australie. Et l'Australie, au moment où on se parle, moi, j'ai lu, on a reçu 100 mémoires. 100 mémoires, 70 ou 75 lettres de citoyens qui nous ont écrit. Puis je vous dirais, là, à peu près 4 mémoires en faveur. Le reste, en défaveur en partie, en totalité, mais souvent en partie. Et j'ai appris en lisant ces mémoires-là, parce qu'on n'a pas eu la chance de questionner des représentants du G5 ou de l'Australie, bien, l'Australie questionne la législation de l'accès légal parce qu'il y a eu des abus. Il y a eu des exemples qui ne sont pas à répéter. Ça se questionne aussi au Royaume-Uni, la société civile se mobilise. Et donc, je me dis, pourquoi cette précipitation-là? Qu'est-ce qui fait? Alors, je vous dirais, l'exemple parfait qu'on nous donne, c'est on nous dit, ben, si on avait eu l'accès légal, on aurait pu arrêter tel criminel qui a abusé des enfants, on aurait pu plus facilement arrêter un réseau organisé, mettons, de pédophiles qui sévissent sur le réseau Internet. Et là, moi, j'ai questionné en disant, mais oui, aujourd'hui, donc on n'est pas capable d'arrêter personne parce qu'on n'a pas de loi sur l'accès légal. La réponse, c'est non. Mais c'est vrai que c'est difficile. Et je ne veux pas qu'on pense que je suis contre l'accès légal. Nous, on pense que la loi doit être... les outils des policiers doivent être modernisés, doivent être capables de contrer les cyberattaques, parce qu'on va se le dire, là, la plupart des actes criminels graves là, se passent beaucoup sur Internet. Bon, ils ont des outils plus performants que ceux des policiers, puis il faut donner des outils plus performants, adaptés, plus modernes aux crimes qu'on commet aujourd'hui. Mais ce n'est pas une raison, Monsieur le Président, pour précipiter tant les choses qu'on n'a pas pris le temps d'écouter certains témoins. Bon, je vais vous donner un exemple. Le commissaire à la protection à la vie privée est venu témoigner au comité. Et il parlait comme si on avait son mémoire dans les mains. Puis, dans son mémoire, il y avait des amendements. Bien, Monsieur le Président, il y a un gros problème avec le service de la traduction. Il y a des mémoires qui ont pris 2 semaines avant d'être traduits, communiqués dans les 2 langues officielles au comité, et on n'a pas eu accès en temps requis, parce que les travaux ont été quand même réglés assez rapidement. On n'a pas eu le temps d'en prendre connaissance ou même inviter certains témoins. Alors, dans le cas du commissaire, qui pour moi est une référence dans la protection de la vie privée, c'est sa mission, on n'a pas eu le temps de le questionner sur ses amendements parce qu'on ne les avait pas sous les yeux. Mais lui l'avait envoyé 1 semaine à l'avance et lors de son témoignage, personne n'avait reçu son mémoire. Alors, on a demandé à ce moment-là au gouvernement, est-ce que le commissaire pourrait revenir? Parce que là, ce qui se passait, c'est que les fonctionnaires du ministère démolissaient de A à Z tous les amendements proposés par le commissaire à la protection à la vie privée. Alors, vous comprendrez, moi, j'étais un peu...
je doutais, je me disais, mais est-ce que le commissaire s'est-il trompé avec son équipe tant que ça? Et donc, on a demandé le consentement unanime pour qu'il revienne, juste pour défendre ces amendements qu'on n'avait pas eus sous les yeux, et ça a été refusé par les libéraux. Vous savez, il y a eu plein de petits gestes, Monsieur le Président, que les membres du gouvernement auraient pu faire pour signaler leur ouverture. Et là, ça aurait été justifié qu'ils déchirent leur chemise et dire que les conservateurs faisaient de l'obstruction. Mais sincèrement, moi, j'en ai vu des mains tendues. J'en ai vu des propositions qui venaient soit du Bloc, soit du NPD ou soit des conservateurs. Et sincèrement, c'était une voie de non-recevoir. Alors, je veux terminer en disant que j'ai beaucoup quand même apprécié travailler avec mes collègues. J'ai beaucoup appris. Et je voudrais, avec le temps qui me reste, remercier les interprètes. Vous savez, quand je commence une rencontre, je suis unilingue francophone. Et quand je commence un comité à 3h30 et qui se finit à minuit, pour moi, c'est difficile, mais surtout, c'est plus facile si les interprètes m'accompagnent. Et je veux les remercier, tous les interprètes qui ont travaillé au Comité de la sécurité publique pour C-22. On a travaillé très fort. Elles ont et ils ont travaillé très fort. Et je voudrais, Monsieur le Président, en terminant, les remercier. Sans eux, ma participation n'aurait pas pu être aussi enrichissante.